Radio J. Sepharim, Michel Zerbib. Radio J. Sepharim, c'est votre émission, bien sûr, de conversation littéraire sur les livres, bien sûr, parfois le livre avec un grand L. Eh bien, on va parler en ce beau mois de juillet d'un peuple du soleil, on peut dire, peu nombreux numériquement, mais remarquable. Les Thunes, les fameux juifs de Tunisie, à l'histoire millénaire, qui fut parfois parcourue aussi dans la vallée des larmes. Une histoire oubliée, ou pas encore, où ces juifs de la fête, de la joie, mais aussi de la médecine, des affaires, sont-ils voués à être gommés de l'histoire? Que reste-t-il des descendants du grand Rav Arizal, de Michel Bouchna ou d'Albert Memmi dans la mémoire de la Tunisie d'aujourd'hui? On va en parler à la faveur d'un livre tout à fait remarquable, patient et émouvant. Et on va en parler donc avec une écrivaine franco-tunisienne, juive, célèbre journaliste de Elle. Bonjour Michel Fitoussi. Bonjour Michel Zerbib. Merci d'être avec nous. On va parler avec vous, bien sûr, des Juifs de Tunisie, mais dire à nos auditeurs, et on fait une exception pour vous, parce que si on fait cette émission à distance, c'est que vous vous trouvez dans une ville très chère aussi à nos auditeurs, c'est Tel Aviv, je crois, que parce que vous y avez maintenant en plus des liens familiaux. C'est ça, les deux fils de mon compagnon vivent à Tel Aviv. Et l'un d'eux, enfin en Israël, et celui qui vit à Tel Aviv a 3 enfants, donc mes petits-enfants israéliens. On va parler bien sûr aussi d'Israël que vous découvrez dans votre enfance et plus tard, bien évidemment, la découverte d'Israël, un pays que vous aimez beaucoup. Alors ce livre, c'est un peu entre un livre d'histoire avec des vraies recherches documentées historiques et un livre de mémoire sur la famille, sur l'histoire familiale, parfois la légende. Et comme on dit chez les Tunisiens, il y a ces expressions qui sont passées dans le langage populaire, entre la rasra et la joie de vivre. Vous ravivez des souvenirs et vous, d'ailleurs, mettez en lumière des épisodes assez méconnus de l'itinéraire des Juifs tunisiens, sur lesquels vous posez dans ce livre non seulement un regard attendri, mais ému et très drôle, et fier aussi dorénavant. On va savoir pourquoi. Les rues, les jours de marché, piquantes et bariolées, parfumées d'orange et de piment. Un régiment d'oliviers bordé de citronniers, avec une maison devant. Mes premières joies du cœur devant un champ de fleurs sont marquées de roses et d'amitié. Quand j'évoque ces instants, je sens que mon accent revient comme il était avant. On emporte un peu sa ville au talon de ses souliers, quand pour vivre plus tranquille, on doit tout abandonner. Et oui, vous êtes sur Sepharim, et bien sûr, vous entendez la belle voix d'Enrico Macias au talon de ses souliers. On doit tout abandonner, c'est vrai. On le disait, Michel Fitoussi, notre invité depuis Tel Aviv. C'est bien de parler toujours depuis Israël sur cette antenne. On aime beaucoup. Alors, on le disait, Michel Fitoussi, ce livre qui est tout à fait remarquable, on va rentrer tout à l'heure dans le détail. Mais c'est quoi? C'est un récit ou c'est un roman? Non, c'est pas vraiment un roman, bien que, vous savez, quand on retrace, comme j'ai essayé de le faire, la vie de sa famille, mes ancêtres, dont certains je ne les ai pas connus, il y a toujours une part de fiction, et la vérité, je la connais pas vraiment. J'ai les récits, j'ai les bribes. Donc c'est un récit fictionnalisé, j'ai essayé d'être le plus fidèle possible. En même temps, il y a quelque chose d'extrêmement romanesque dans la vie des miens. Oui. Et puis c'est un récit historique parce que j'ai pas voulu écrire un livre de souvenirs ou de souvenirs du souvenir, ou même s'il y a de la nostalgie, même s'il y a de la mémoire. J'ai voulu aussi raconter
cette histoire méconnue, cette histoire des Juifs de Tunisie, cette histoire dont on pense qu'elle n'est pas intéressante alors qu'elle l'est à bien des égards, et puis aussi redonner pas une dignité, mais une histoire, une mémoire à ces gens qui finalement n'étaient pas si cohérents que ça, qui formaient un peuple assez hétérogène et qu'on appelle les Thunes, alors que cette dénomination recouvre énormément de personnalités très différentes. Oui, les thunes. Alors, ce livre s'appelle La famille de Pantin, je l'ai cité. Pour beaucoup de gens, j'ai fait un petit sondage. Qu'est-ce que ça signifie, la famille de Pantin? C'est celle que beaucoup de ceux qui nous écoutent vont parfois visiter. C'est le cimetière de Pantin. Et vous commencez ce livre par des scènes tout à fait étonnantes d'introduction dans laquelle vous parlez de votre tante Pim, à laquelle d'ailleurs le livre doit son titre. La tribu, Fitoussi, la famille, fait toujours un périple au cimetière de Pantin pour retrouver les tombes des chers disparus. Et c'est toujours un épisode tout à fait étonnant dans lequel je pense que beaucoup de gens se sont retrouvés. Vous dites... Pantin, d'accord, Montparnasse aurait été plus chic, plus conforme à nos critères bourgeois, mieux fréquenté aussi, Joseph Kessel, Serge Gainsbourg, Claude Lanzmann, Adolphe Crémieux et tant d'autres juifs admirables, mais au prix du terrain, ils avaient dû en rabattre à Pantin, où ils ne connaissaient pas grand monde, les nôtres se contentaient d'inconnus pour voisins. Si l'on accepte, dites-vous, écrivez-vous, Emmanuel Lévinas, Renette Loranaise, ou le patron du restaurant chez Bébert. Cette scène est vraiment donne le ton aussi du livre, qui dit des choses graves, mais qui les raconte avec votre plume évidemment légère, claire, limpide et drôle. En fait, moi, j'ai toujours été élevée comme ça. Je crois que c'est vraiment constitutif de ma personnalité. C'est l'humour d'abord, l'humour qui est salvateur, qui nous sauve même dans les moments les plus difficiles, les plus tragiques. On rigole et c'est vrai que apparemment, une visite au cimetière de Pantin pour aller saluer sa famille au moment des fêtes, c'est pas très drôle. Mais nous, on réussit toujours à en faire quelque chose d'épique, de comique. On trouve pas les tombes, on se perd, on s'engueule. Chacun a su son idée. Mon oncle veut absolument réciter le Kaddish, il connaît pas un mot d'hébreu, donc il y a toujours un rabbin dans le coin qui s'y prête. Ma tante a une liste de courses comme si elle était au mur des lamentations et elle demande à mon grand-père, à ma grand-mère, etc., d'exaucer ses vœux les plus chers pour toute la famille. Et nous, on regarde un peu étonnés, on est assez émus et en même temps, il pleut, il fait froid, il y a une tristesse, ma grand-mère aurait détesté. Et moi, je regarde les tombes et je me dis, tous ces gens, tous ces destins minuscules, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et c'est comme ça que, peu à peu, ce livre m'est apparu avec vraiment ce titre, puisque c'est ma tante Pim, donc... Oui. Qui nous envoie chaque année un petit mot sur le WhatsApp familial. Il est temps de rendre visite à la famille de Pantin, qui est ma famille, qui est enterrée là-bas. Ah oui, c'est des personnages truculents. On se retrouve parfois sous votre plume dans les personnages d'Albert Cohen, par exemple. C'est oui. Sûr, par exemple, mais pas seulement. Alors, c'est un livre, on le disait, finalement, qui oscille entre... l'histoire, la vraie recherche historique, les chapitres sur l'histoire et des pages plus intimes. Ça, c'est difficile à faire. Vous avez choisi ce mode de narration pour essayer justement de donner peut-être encore plus de vie et de chair à cette histoire mal connue. En fait, c'était très compliqué à faire et j'ai suivi au fond ce que le livre me disait de faire, parce que c'est vrai que je voulais raconter l'histoire des miens, mais je ne voulais pas faire un livre de souvenirs de plus, il y en a eu beaucoup et de formidables. Je voulais aussi raconter l'histoire de ce peuple. C'était très compliqué à construire. Je trouve que pour raconter la grande histoire, rien ne vaut la petite histoire, et inversement. C'est-à-dire qu'il faut mettre les gens dans le contexte. Si je veux raconter pourquoi ils sont partis, il faut que je parle de l'indépendance. Mais si je dois parler de l'indépendance, il faut que je remonte encore plus loin. Puis il faut que je parle de Bizerte. Et il faut que je parle du 5 juin 67 oui. Qui a été si important. Donc tout ça se mélangeait. Et finalement, j'ai essayé d'imbriquer... toutes ces scènes les unes dans les autres, en me posant souvent la question à la fois de l'exil, qu'est-ce que l'exil a fait, comment nous a transformés, et puis de mon identité à moi, qu'est-ce que je suis, est-ce que je suis française, est-ce que je suis tunisienne, est-ce que je suis juive, tout ça c'est des questions que j'ai mis beaucoup de temps à résoudre, même si évidemment je les avais résolues avant d'écrire ce livre, mais j'ai eu besoin de me poser et de me les poser.
Et vous les posez bien. Je rappelle pour nos auditeurs, je vous ai présenté très rapidement tout à l'heure. Vous êtes éditorialiste, vous êtes grand reporter à Elle pendant de nombreuses années. Et ce livre, donc, c'était un gros travail aussi de documentation. C'est pas seulement raconter la vie de votre famille. On se souvient de votre biographie d'Helena Rubinstein, la femme qui inventa la beauté. Alors, quelles ont été vos sources, justement, Michel Fitoussi, pour faire ce travail qui rend un hommage assez extraordinaire aux Juifs de Tunisie? En fait, ce livre, il a 30 ans et 3 ans. 30 ans parce qu'il y a des années, j'avais envie d'écrire un roman que j'ai écrit d'ailleurs et que mon éditeur a refusé alors que je venais de faire de gros succès dans sa maison d'édition, mais il ne devait pas être assez bon et je pense qu'il ne l'était pas. Et j'avais interrogé ma famille, ils ont tous disparu aujourd'hui, mais j'avais des notes. Bon. Et puis le manuscrit est resté dans un tiroir. Et quand j'ai repris, en fait, je me suis rendu compte, que j'avais tout oublié. D'abord, le manuscrit, il m'en restait qu'une moitié. Et deux, que depuis le moment où j'avais écrit ce livre, c'est-à-dire à la fin des années 90, il y a eu beaucoup de choses qui étaient apparues, des livres comme celui de Paul Sebag, écrit en 1991, qui est vraiment la Bible de l'histoire des Juifs de Tunisie. Il y a des sites comme des sites de généalogie. Il y a la Société d'histoire des Juifs de Tunisie qui a été créée, qui a été très importante pour moi. Puis il y a des sites comme Academ, où vraiment on peut retrouver l'histoire grâce à des archives. C'est un peu l'INA des Juifs, Academ, c'est formidable. Et puis il y a eu beaucoup de livres, beaucoup d'écrivains. Donc j'ai tout lu, vraiment, j'ai été extrêmement méthodique comme je le suis chaque fois que j'entreprends un livre. Vous citiez Helena Rubinstein, mais il y en a eu d'autres. Et à chaque fois, ce que j'aime, c'est la périphérie et ancrer mes personnages dans l'histoire, dans la grande histoire. Et c'est ce que j'ai fait aussi. Et je dois avouer que ce voyage à travers les siècles, puisque la présence des Juifs en Tunisie remonte à la destruction du premier temple et probablement même avant, a été absolument passionnante à tous les égards. J'ai adoré ça et à chaque fois je trouvais de nouvelles choses et à chaque fois je me désolais de ne pas pouvoir tout raconter dans le détail. Et vous le dites, en fait, on peut dire le présupposé de ce livre, c'est de dire, finalement, au départ, vous ne pensez pas qu'il y a un vrai passé, une histoire intéressante à raconter sur les Juifs de Tunisie, vous restez un peu sur le folklore. C'est vrai, quand on parle de la nourriture, l'art de vivre, la joie de vivre, etc. Mais dans ce livre, c'est ça qui est intéressant, vous allez pouvoir raconter l'histoire, et notamment l'histoire contemporaine, à travers ces figures de la communauté juive. Alors j'aurais pu vous poser la question dès le départ, si vous saviez définir comme ça en quelques mots ce qu'est un juif tunisien. Alors, je pourrais dire qu'il y a des dénominateurs communs qui sont très forts. La nostalgie pour un pays qui a été le leur depuis la nuit des temps, la Méditerranée, le bleu du ciel, les oliviers, le jasmin, la bourra, qui est l'alcool de figue, le kiff, les bains de mer, l'accent, toutes ces choses qui évidemment, la rastra aussi, vous l'avez mentionné au début de l'émission, toutes ces choses qui font qu'on se connaît, qu'on se reconnaît. Moi, je reconnais un juif tunisien en 30 secondes, mais pas seulement, je reconnais un Tunisien en 30 secondes. Il m'est arrivé de prendre un taxi et un chauffeur de taxi musulman, je savais tout de suite, même si je ne parle pas l'arabe, s'il est tunisien ou marocain ou algérien. Donc ça, c'est très instinctif, très intuitif et on a ça en nous. Après, moi, ce que j'ai voulu démontrer dans le livre et ce que j'ai voulu raconter, c'est que c'était une communauté très hétérogène. On n'était pas seulement... c'est très bien d'avoir raconté La vérité si je mens. J'ai adoré ce film, j'adore les spectacles de Michel Boujna depuis qu'il a commencé. Ça a été le premier. J'ai beaucoup aimé le documentaire du TGM au TGV, mais à chaque fois c'est un aspect des Juifs tunisiens. Il y en a eu 1000 autres. Alors en dehors de ces dénominateurs communs, c'est pas un peuple qui aime Larissa, il y a des rabbins barbus, les femmes ont des gros derrière. Mais il y a quelque chose, il y avait des bourgeois, il y avait des religieux, il y avait des sionistes, il y avait des communistes. C'est un peuple qui s'est éveillé d'abord avec l'arrivée des Juifs européens, les premiers, les Livournais, puis ensuite avec le protectorat français, où beaucoup d'entre eux ont choisi la France, même bien avant d'avoir la possibilité de devenir français en demandant la nationalité française.
Donc c'est des gens qui ont évolué de façon différente à plusieurs étages. Et dans cette communauté, il y a eu de tout. Il y a eu, mon père était avocat, par exemple. Il y a eu beaucoup de médecins, beaucoup d'avocats, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de militants. Il y a eu aussi des grands rabbins. Il y a eu des juifs beaucoup plus pauvres. Il y a eu vraiment de tout. Et c'est pour ça que quand la moitié des Juifs de Tunisie, ils étaient 100 000 à l'époque, sont arrivés en France, l'autre moitié partant en Israël. On a cru arriver, mais c'est pareil pour l'Algérie et pour le Maroc, on a cru arriver une communauté soudée. Oui, elle l'était dans l'exil, oui, elle l'était par l'origine, mais les gens étaient assez différents cependant. Ça, c'est les Juifs de Tunisie dans ce livre, mais vous parlez aussi beaucoup de vous, hein. Bien sûr, c'est aussi votre histoire que vous racontez, c'est le jeu aussi. Alors, il y a une réflexion à la fois historique, sociologique, psychologique. Vous en parlez à la faveur justement des expressions, des concepts, des théories du fameux écrivain et penseur Albert Memmi, qui parle de juifs arabes. Alors, vous le dites de façon assez drôle dans le livre. Vous, quand vous êtes arrivé, notamment à Paris, vous étiez française, hein, même vous l'écrivez comme ça, française, c'était très important. Ça veut dire quoi, juif arabe, c'est pour vous, c'est péjoratif, il y a quelque chose. C'est pas péjoratif. Non, c'est pas péjoratif. Moi, je dis française. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, je suis née en Tunisie, de parents qui étaient déjà français par leurs parents, mes deux grands-pères respectifs ont demandé la nationalité française dès qu'ils l'ont pu. Il y a eu une loi qui s'appelle la loi Morino, Oui. Qui a été promulguée en 1923. Entre parenthèses, beaucoup de juifs tunisiens ont toujours cru que c'était grâce au décret Crémieux appliqué aux juifs d'Algérie dans leur ensemble qu'ils étaient devenus français. Pas du tout. Ça a été beaucoup plus compliqué que ça pour les Tunisiens. On vivait dans un protectorat, pas dans une colonie. Et en fait, donc moi j'étais française, élevée dans une culture française, assez déjudaïsée pour diverses raisons, parce que souvent les juifs qui ont choisi la France se sont émancipés aussi de leur religion. Et pour moi, qui suis arrivée à 5 ans à Paris, la France, c'était la Tunisie, c'était un accident. Je comprenais pas. J'étais française et quand on me disait non, mais t'es née en Tunisie, t'es tunisienne, je pouvais casser la figure des gens qui me le disaient, mes petites camarades en l'occurrence. Non, mais personne, vous savez, personne n'expliquait pourquoi on arrive en France et puis voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et maintenant tu t'habitues, t'as une nouvelle maison, c'est plus la Tunisie, tu y vas en vacances chez tes grands-parents qui eux arrivent en 67. Et donc c'était ça ma vie. Il a fallu beaucoup de temps pour que je décortique tout ça, et notamment en lisant Albert Memmi et notamment en lisant beaucoup d'ailleurs, j'ai compris que au fond, moi personnellement en tout cas, je ne me mettais pas dans le concept qui est à la mode aujourd'hui de juive arabe. Oui. Moi, si je dois me considérer dans mon identité, je suis une juive de Tunisie, de nationalité française depuis 2 ou 3 générations. Mais je dirais juive de culture arabe, puis de culture française. J'ai de l'arabe en moi, mais c'est évident, quoi. J'ai la musique, j'ai les gestes, j'ai souvent un accent quand je me retrouve avec les membres de ma famille. Il y a vraiment toute une culture qui est très forte, qui reste imprégnée en moi, et ça, je ne peux absolument pas le nier, c'est dans mon ADN, et même dans celui de mes enfants, nés en France, d'un père français, catholique, je retrouve des choses. Et pour moi, dire juif arabe, d'ailleurs Memmi qui avait proposé ce terme est revenu dessus par la suite, c'est faire que l'immensité du monde arabe intègre cette minorité juive. Or, c'est ce qu'ils ont fait pendant des siècles, les Arabes en terre d'islam, puisque les Juifs étaient une minorité qui était dédimie. Alors, vous racontez justement le côté je suis française, on l'a dit, très française, et vous êtes un peu rebelle d'ailleurs quand vous êtes jeune fille, adolescente en France, notamment vis-à-vis des coutumes. Alors, ce qui nous a marqué, c'était un peu folklorique ça aussi, vous mettiez même un foulard palestinien, je crois, avec votre sœur pour montrer que vous étiez rebelle. C'est-à-dire que au départ, vraiment, il fallait pas vous rappeler, si j'ose dire, vos origines juives, tunisiennes, etc. C'était pas du tout le cas. C'est peut-être un peu ce qu'ont eu beaucoup finalement de ce qu'on appelle des exilés, hein, de ceux qui sont venus en France, cette volonté formidable de s'intégrer, voire même, comme on dit aujourd'hui, de s'assimiler.
Absolument. En fait, je dois à l'immense amour que je porte à toute ma famille, le fait de n'avoir pas exagéré. Mais n'oublions pas que moi j'étais adolescente, enfin nous étions adolescentes, ma sœur et moi, dans les années 70. On épousait toutes les causes gauchistes et dont la cause palestinienne était partie Oui. intégrante. Je connaissais pas Israël. J'étais absolument rétive à toute religion. Ça nous paraissait complètement absurde, hors de propos, hors du temps, ma sœur et moi. Donc, on avait ces petites provocations, bon enfant, et ma famille qui feignait de s'en horrifier, au fond, s'en fichait complètement, sachant qu'un jour, probablement, on retournerait au bercail. Voilà, donc il y avait un immense amour chez nous. Et vous savez, dans les familles tunisiennes, juives tunisiennes, il y a à table, moi je me souviens des tables de fête, tout le monde venait avec, mes cousins venaient avec leurs petites amies brésiliennes, chinoises, on se mariait 2 fois, 3 fois, et c'est arrivé que personne ne connaisse les rats et la Pessar, par exemple, c'était un joyeux balagan, si j'ose dire. Donc il y avait quand même une espèce de tolérance maximale qui était faite de beaucoup d'amour et de beaucoup d'humour. Eh bien, je vous propose, Michel Fitoussi, et d'ailleurs c'est vous qui avez choisi cette première pause musicale avec la belle voix de Dalida. Ne pleure pas, bambino. Les yeux battus, la mine triste, les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme. Notre invité dans Sepharim aujourd'hui, Michel Fitoussi, on parle de ces juifs du soleil, bien sûr, qui sont les juifs tunisiens à la faveur de ce livre, La famille de Pantin. Très beau récit, justement aux éditions Stock. Et on parle avec Michel Fitoussi aussi de l'histoire, la grande histoire, racontée à travers ces personnages de sa famille. Michel Fitoussi, on entend une chanson extrêmement gaie. C'est quoi? C'était pour dire, c'était ça un petit peu l'esprit de la Tunisie? C'est vrai. D'abord, Dalida, une chanteuse que j'aime énormément, nous a beaucoup accompagnés. Et c'était une chanteuse qui était à la fois très gaie et souvent très mélancolique, comme peuvent l'être les juifs tunisiens. Et puis il y a ce côté italien que j'aime retrouver aussi en elle. Elle est née en Égypte, mais c'est une italienne d'Égypte. Et il y a ce côté qu'il y avait en Tunisie aussi, puisqu'il y avait 135 000 Italiens. Très peu étaient juifs, les Livournais, mais c'était pas majoritaire. On disait d'ailleurs que la Tunisie était une colonie italienne gouvernée par les Français. Donc il y a tout ce mélange. Et puis il y a quand même cette musique un peu orientale. J'adore cette chanson. Pour moi, elle est très très emblématique de la Tunisie. Voilà, ça c'est la joie, la Tunisie, mais dans votre livre, il y a un chapitre très dur. On pense que parfois, de façon superficielle, que les Juifs d'Afrique du Nord ont été épargnés par la Shoah, on peut dire, par l'occupation nazie, ce qui n'est pas le cas en Tunisie. Et vous rappelez dans ce livre, la communauté juive de Tunisie, c'est à peu près 100 000 personnes en 1939, et il va y avoir, comme vous dites dans cette souriante Tunisie, la botte nazie qui va s'abattre. Et vous raconterez cela à travers aussi les membres de votre famille, notamment votre père. Alors, moi, j'ai toujours entendu parler mes grands-parents paternels, ma grand-mère en particulier, Sarah. Il y avait toujours un côté comique qui n'était pas du tout drôle. D'ailleurs, comment ma famille allait coiffer de casseroles qui figuraient des casques pour se protéger des bombardements alliés sur Tunis, aller se réfugier au cimetière du Passage dans les tranchées creusées à cet effet. Comment ma grand-mère est allée supplier le chef de la Gestapo à l'hôtel Majestic, de la commandanture à l'hôtel Majestic, de libérer mon grand-père qui avait été pris comme otage. Et c'était toujours raconté sur un ton un peu tragicomique. En revanche, quand j'ai lu le journal de mon père,
qui était soussien, qui habitait Sousse, qui avait 15 ans au moment de l'occupation allemande en Tunisie. J'ai compris qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus tragique, parce que lui a porté l'étoile jaune, parce que lui a subi de plein fouet les bombardements, qu'il a été blessé par un éclat d'obus, qu'il a vu mourir un enfant dans ses bras, que sa famille, la maison de ses parents, que ses parents avaient à Sousse, a été pillée, désossée, si je puis dire, que les années de guerre pour lui, pourtant l'occupation allemande n'a duré que 6 mois en Tunisie, entre novembre 42 et mai 43, mais pour lui ça a été vraiment un épisode extrêmement marquant, extrêmement douloureux de sa jeunesse, de son enfance. Enfin, il était à 15 ans, ça n'était plus un enfant après le passage des Allemands, quoi. Ah, vous dites dans ce livre, vous rappelez la rafle de Tunis, mais aussi les jeunes gens qui allaient dans les camps de travaux forcés. Vous rappelez à juste titre qu'une trentaine d'eux sont morts sur le terrain. 350 juifs ont été tués sous les bombardements alliés, et 700 enfants, dont de nombreux enfants sont morts d'épidémies de sous-alimentation. Ça, c'était pendant la guerre. Alors, on est content de vous avoir aujourd'hui avec nous, Michel Fitoussi, depuis Tel Aviv. C'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas dans notre studio aujourd'hui. Mais il y a vraiment cette histoire que vous racontez. Vous n'oubliez pas quelque chose de fondamental. Les Juifs de Tunisie, certes, a beaucoup d'histoire, beaucoup de talent, etc. Mais c'est aussi le judaïsme. Alors, il y a un rabbin qui trouve grâce à vos yeux. C'est un rabbin du XVIIIe siècle à Hébron qui s'appelle Chaim Yosef David Azoulay, plus connu sous le nom du Rida. Alors, vous qui n'êtes pas spécialement religieux, si j'ai bien compris, ce rabbin-là a trouvé grâce à vos yeux. Pour quelle raison ? Parce que c'était un rabbin journaliste, parce que il était en fait effectivement envoyé par la communauté de Hebron à travers l'Europe pour ramasser de l'argent pour cette communauté. Il y avait beaucoup comme ça d'envoyés de ces communautés vers l'Europe, qu'il l'a fait, qu'il s'en est acquitté avec beaucoup de conscience. C'était un type extrêmement brillant, extrêmement intelligent, extrêmement cultivé. Il a écrit plus de 70 ouvrages, et en particulier, comme il a beaucoup voyagé, il a écrit ses chroniques des pays qu'il traversait, qui ont été réunis sous le titre du livre de la bonne tournée, du bon voyage. Et il s'est retrouvé en Tunisie à un moment donné, et les Tunisiens sortaient d'une longue période de marasme religieux, puisque pendant près d'un siècle, ils ont été obligés de se maraniser et de cacher de leur religion. Donc le judaïsme était très appauvri, donc ils étaient très avides d'avoir des rabbins qui arrivaient pour discuter avec eux. Et le caïd de Tunis a retenu pendant près de 8 mois ce Rida, qui n'en pouvait plus, qui n'avait qu'une envie, c'est de rentrer chez lui, mais qui ne pouvait pas se montrer impoli. Et il a raconté, c'est le premier qui documente dans ses chroniques, dans son journal, les Juifs de Tunisie à cette époque, c'est-à-dire avec leurs mœurs, avec leurs coutumes, qu'il lui trouvait totalement barbares. Il ne comprenait pas comment ces gens pouvaient manger assis par terre, avec les mains dans les plats, les pieds touchant presque les assiettes. Il a réclamé une fourchette, personne ne savait ce que c'était. On a été obligé d'aller chercher chez les Juifs livournais, qui eux étaient des Juifs européens un peu éduqués, cet instrument barbare. Donc moi j'ai adoré ça, et puis aussi, il ne comprenait pas non plus pourquoi les femmes s'asseyaient derrière, restaient debout, servaient leur mari. Donc je trouvais que ce rabbin... Vous allez nous dire que c'est un féministe, journaliste féministe. Il aurait pu travailler avec vous à elle. Absolument, exactement. Et il m'a beaucoup intéressée, je l'ai trouvé... Vous savez, il est allé à la cour du roi en France. Il était curieux de tout le passionnait. Et j'ai absolument adoré cette modernité. Et en plus, il documente avec beaucoup de précision ce qui se passait en Tunisie à l'époque, ce que peu faisaient, et que grâce à lui, on a toute cette espèce de panorama de vie en Tunisie, et en particulier de ces premières heures, de ces conflits qui allait marquer la communauté juive tunisienne pendant quelques siècles, le conflit entre les Granas, les juifs livournais qui arrivaient de Toscane, et les Touansa, les juifs de culture arabe, qui eux étaient considérés comme désarriérés par les premiers, et qui considéraient les Granas comme des lourds, comme des rkiks, comme on dit en arabe. Et moi, cette communauté m'a beaucoup intéressée aussi, donc j'ai voulu aussi la raconter. Je me suis
Oui. de morceaux choisis de ce qui m'amusait, de ce qui m'intéressait. C'est la grande liberté d'un livre et j'ai voulu qu'il soit d'une grande liberté, c'est-à-dire que j'ai picoré au hasard ce qui m'amusait, ce qui m'intéressait, ce qui me passionnait dans toute cette très longue histoire des Juifs de Tunisie. Il y a l'arrachement, bien sûr, à la Tunisie, l'exil. Si on faisait une deuxième pause, que vous avez aussi choisi tout de suite, Serge. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Michel Fitoussi, notre invité, la famille de Pantin, avec nous dans l'émission Sepharim sur Radio J. On entend Jacques Dutronc, Paris s'éveille. Vous, Paris, vous l'avez connu en quelle année ? En 59. Je suis arrivée à Paris en 1959 avec mes parents. Ma mère voulait absolument habiter le 16e arrondissement. Donc on a habité au Trocadéro. Et effectivement, j'aurais pu choisir Paris qui m'a pris dans mes bras parce que c'était vraiment une chanson emblématique Enrico à Macias. l'époque. Voilà, d'Enrico Macias, mais vous avez choisi et bien choisi une chanson d'Enrico Macias en introduction à cette émission. Et Paris s'éveille, pour moi, c'est vraiment Paris. J'adore cette ville, c'est vraiment ma ville. C'est celle que je préfère au monde et j'habiterais nulle part ailleurs si je devais changer d'endroit. C'est vraiment ou de capitale. Et j'aime beaucoup cette chanson parce qu'elle est très, très, très emblématique de cette ville que j'aime et de ces endroits magnifiques dans Paris. Et puis, écrite par Jacques Lanzmann, grand écrivain et grand parolier de chansons. Cette chanson me plaisait beaucoup. Est-ce qu'on parle beaucoup depuis le début de cette émission de votre tunisianité, les Juifs de Tunisie, mais je crois que vous avez fait un test ADN, il me semble, où vous trouviez 13% aussi de Juifs ashkénazes dans votre identité génétique. Mais ça compte, au-delà de ça, ça compte beaucoup la culture juive ashkénaze pour vous. Eh bien, depuis 30 ans, mon compagnon est juif ashkénaze et avec lui, bon, je connaissais évidemment toute l'histoire des juifs ashkénazes. D'ailleurs, c'est pour cette raison que les juifs de Tunisie, en sortant de la guerre, se sont tus parce qu'ils étaient écrasés par le poids de la tragédie des juifs d'Europe. Mais c'est vrai qu'avec lui, j'ai appris notre culture, j'ai appris la perte, vraiment, j'ai appris ce que c'était qu'avoir, si je puis dire, Auschwitz sur les épaules. Cette tragédie qui n'a pas cessé puisque le poids, son poids, enfin je veux dire ça, la perte, elle repose aussi sur les épaules des descendants, des enfants, des petits-enfants, etc. C'est vraiment une histoire et plus je la lis, plus je la découvre et plus j'en apprends quoi. C'est sans fin. Donc voilà, mais il y a pas que la tragédie, il y a aussi la littérature, il y a aussi l'histoire, il y a aussi la cuisine. Je fais une parenthèse, non, mais sinon il y a beaucoup de choses. On aurait pu en parler. Oui. Voilà. Oui, parce que dans le livre, vous parlez de ce qu'on appelle la cuisine tunisienne aussi. Pour vous, c'est quelque chose de formidable. C'est comme vous dites, ne pas manger équivaut à ne pas respirer. Sauter un repas, c'est déjà mettre un pied dans la tombe. Dans ce livre, donc la bouffe tunisienne, oui, elle trouve vraiment de grâce avec vous. Moins la cuisine ashkénaze. On le dit de façon un peu amusée. Alors vous disiez Paris, c'est la ville que j'aime, la plus belle ville, etc. Mais vous parlez depuis Tel Aviv et ça nous donne l'occasion de parler de votre découverte avec Israël. Vous dites il a fallu que j'aille à Jérusalem pour comprendre Tunis. Alors dites-nous pourquoi. C'est pas moi qui le dis. Ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est un historien que j'aime beaucoup qui s'appelle Yaron Tsur, qui est un historien israélien
issu d'un couple mixte, une mère yéménite et un père juif allemand, ce qui est pas rien. Et lui, il s'est spécialisé dans l'histoire des Juifs de Tunisie, enfin du Maghreb, mais beaucoup de la Tunisie. Et comme je m'en étonnais, il m'a dit cette phrase. Et en fait, ce qu'il voulait me dire, c'est que d'abord, il a compris Jérusalem, c'est-à-dire cet antagonisme entre les Juifs européens et les Juifs Mizrahi en Israël, en allant à Tunis et en découvrant ce premier antagonisme au fond, qui a été l'antagonisme entre les Juifs livournais arrivant de Toscane, arrivant d'Europe, et les Juifs de culture arabe, les Juifs tunisiens. Ça, c'est une chose. Et puis, moi, j'élargis un peu ce qu'il dit en me disant, au fond, Israël, c'est un peu comme la Tunisie, c'est une mosaïque de peuples, c'est une mosaïque de Juifs qui viennent du monde entier. Pour moi, c'est l'histoire et la géographie du monde. J'ai eu beaucoup de rendez-vous manqués avec ce pays, mais il a fallu que je rencontre mon compagnon qui m'y emmène en 1994. C'est pas tôt pour moi. J'avais 40 ans. Donc, et j'ai tout de suite eu un coup de foudre parce que j'étais, comment vous dire, j'étais ni sioniste ni anti-sioniste. Israël existait, c'était une évidence pour moi et il fallait bien qu'un jour j'y aille. Mais puis voilà, j'y suis allée et ça a été très important parce que à l'époque 94, c'était pas du tout l'Israël branché, le Tel Aviv branché qu'on connaît aujourd'hui. Mais j'étais extrêmement émue en découvrant Tel Aviv, plus tard Jérusalem, en découvrant tous ces gens. Je me disais, et l'écrivaine que je suis était absolument fascinée par le fait de me dire, mais chaque personne, surtout les personnes âgées, mais même les jeunes, il y a une histoire, il y a un monde en eux, il y a un monde perdu, il y a un monde qui viennent d'Europe de l'Est, qui viennent d'Ouzbékistan, qui viennent d'Italie, qui viennent d'où qu'ils viennent, puisqu'il y a toutes les nationalités qui se côtoient, et ça m'a vraiment, avant toute chose, et je pourrais développer, mais avant toute chose, c'est ce qui m'a vraiment fascinée dans ce pays. Michel Fitoussi, on aimerait que vous développiez, ce sera à la faveur d'une autre émission dans nos studios. On va terminer par cette question. Je sais que ça a été difficile pour vous pour des raisons à la fois psychologiques et travail important. Votre livre a été bien reçu justement chez les Juifs thunes, comme on dit, les Tunisiens. Alors, c'est fou, mais oui. J'étais très, très inquiète. Moi, d'abord, je me disais, je ne sais pas qui ça va t'intéresser, peut-être 3 personnes et demie. Et est-ce que ça va pas heurter ma famille? Non, ma famille, ils ont beaucoup, beaucoup aimé. Ça les a beaucoup intéressés. Ça les a finalement réconciliés, reconnectés avec leurs racines. Chez les Juifs tunisiens, alors là, énorme surprise, parce que vraiment, ils ont tout de suite adhéré. Ça leur a plu, ça les a émus, ça les a touchés, ça les a eux aussi reconnectés. En plus, je suis très fière parce que ce travail de recherche que vous avez souligné, je l'ai fait seule. Et j'ai eu un coup de téléphone de Claude Nataf, le président de la Société d'Histoire de Tunisie, qui m'a dit bravo, il y a pas d'erreur, il y en a une, enfin minuscule. Lucette Valenzi, qui l'a lu, m'a dit la même chose, elle a relevé 2 petites erreurs, mais qui étaient vraiment en mode mineur. Donc ça m'a vraiment confortée dans l'idée que non, je n'avais pas écrit de bêtises et que c'était vraiment ça l'histoire. Et puis après, au-delà des Juifs de Tunisie, il y a eu les Juifs des terres d'islam, enfin descendants, les Égyptiens, les Algériens, les Marocains. Et puis au-delà de ça, les gens, les musulmans de ces pays-là. Et puis encore au-delà, les Israéliens, puisque j'ai donné 2 conférences, une à Netanya, l'autre à Jérusalem, il y a quelques mois, au mois de mai, je crois, et ça a vraiment attiré beaucoup de monde. Et puis, au-delà de ça, voilà, tout simplement, je crois que c'est un livre universel qui parle à tout le monde, qui parle d'exil. Tout le monde a un exil intérieur, qui parle de famille. Tout le monde a une famille. Et ça aussi, et je me suis rendu compte que ça touchait au-delà de la communauté juive tunisienne et au-delà de la communauté juive, beaucoup, beaucoup plus de monde que je n'aurais imaginé. Ah oui, il faut le dire à nos auditeurs, bien sûr. Il faut pas être juif tunisien pour aimer ce livre, le lire. Ça va être un bon livre de l'été aussi. Vous racontez évidemment l'histoire, finalement aussi, de tous ces exils, comme vous l'avez dit, de toutes ces villes et ces pays qui ont perdu leurs juifs. Et que vous faites revivre l'espace de ce très beau livre, en l'occurrence très bien écrit, comme toujours avec Michel Fitoussi, qui était notre invité dans l'émission Sepharim. Michel Fitoussi, La famille de Pantin, aux éditions Stock. Merci infiniment d'avoir été avec nous et j'espère à bientôt sur Radio J.